tous et merci à ceux qui sont connectés. D'ailleurs, il ne faut pas que je regarde l'écran où il y a les vignettes, mais plus du côté des caméras, j'imagine. C'est plus logique. Et on va pouvoir commencer, pour ne pas être en retard, ce qui serait déjà bientôt le cas, et ouvrir cette journée d'études consacrée à la Chine et au droit, alors simplement autour de le cœur de l'organisation de la journée. Ces deux ouvrages écrits par nos deux invités principaux, qui sont François Gipoulou à l'extrémité de la chaire et Norbert Roulin ici présent au milieu, qui sont les auteurs de deux ouvrages consacrés à la Chine et dans lesquels le droit occupe une place centrale. Alors pour le professeur Roulin, évidemment, en tant que spécialiste d'anthropologie juridique, le droit est logiquement central, ce qui est peut-être moins immédiatement logique pour François Gipoulou, qui est d'abord historien et économiste, historien de l'économie, mais qui a beaucoup mobilisé le droit dans sa tentative d'explication de divergence entre la Chine et l'Europe sur le point de vue de l'émergence du capitalisme, et qu'on sera ravis d'entendre et de discuter avec lui. On accueille aussi Béatrice Jalouzeau, qui est la directrice de l'Institut de l'Asie orientale, c'est ça, donc une collègue de Sciences Po Lyon, de l'IEP de Lyon, et dont le centre est à l'ENS à Lyon. C'était pour ça, pour replacer les choses telles qu'elles sont réelles. Et qui fera office de discutante avec moi-même pour cette journée, ainsi qu'Étienne Cornu, alors qui est aussi pas complètement indifférent à certaines des spécialités de nos invités, puisque comme Étienne a longtemps été à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et travaillé sur la coutume kanak, n'est pas complètement étranger aux questions d'ethnologie et des cultures extérieures. Et d'ailleurs, je te laisse la parole peut-être pour commencer quelques mots d'introduction en tant que directeur du CERCRI sur cette journée que nous organisons ensemble. Très bien, merci Benoît. Bonjour à tous, donc merci notamment aux personnes qui sont présentes à distance d'être là avec nous aujourd'hui. Et merci, chers collègues, d'être aussi dans la salle. Donc oui, effectivement, quelques petits mots, mais assez rapides pour présenter que cette journée s'inscrit de manière plus globale donc dans les activités du Centre de recherche critique sur le droit, le CERCRID, UMR-CNRS de Saint-Étienne, sous université, donc CNRS, Jean Monnet Saint-Étienne et Lumière Lyon 2. Donc, le CERCRID organise assez régulièrement comme ça des rencontres avec des collègues enseignants-chercheurs qui viennent présenter comme ça un travail, un ouvrage dans le cadre du séminaire général qui est organisé donc de manière à échéance assez régulière et dont s'occupe notre collègue Benoît Schmast, maître de conférence en droit public à l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Alors l'objet de ces rencontres, c'est vraiment d'arriver à discuter, à échanger autour d'ouvrages qui portent de près ou de loin sur des axes de recherche que porte le CERCRID. Le CERCRID, c'est une unité de recherche qui est pluridisciplinaire, alors qui est évidemment juridique, avec des sections 1, 2 et 3, droit privé, droit public et histoire du droit, mais qui a vraiment une visée transdisciplinaire et donc qui n'hésite pas à aller sur le terrain, à mobiliser aussi des économistes, des anthropologues, des historiens, de la sociologie, évidemment en lien avec la section 36 du CNRS. Et qui utilise aussi des méthodes, c'est un petit peu ce qui fait sa spécificité, des méthodes de recherche empirique ici, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à travailler sur, bien sûr, les normes, bien sûr, les décisions de justice, mais aussi d'aller chercher les décisions de justice, celles des juridictions de fond, de première instance, de second degré également, et aussi de mobiliser des enquêtes de terrain, des interviews, etc. Une méthode qui emprunte beaucoup, notamment, je pars sur l'autorité du professeur Roulant, à l'anthropologie juridique, avec ces enquêtes de terrain qui sont un peu la moelle et le matériau principal, évidemment, de ces disciplines. Je veux dire aussi que le thème d'aujourd'hui, la Chine et droit, entre pleinement dans une orientation qui devient assez forte du CERCRID, qui est le droit comparé ici. Et alors on a plusieurs collègues qui travaillent sur ces questions de droit comparé. Je pense au professeur Aurélien Antoine, je pense à Fanny Jacquelot qui est maître de conférence en droit public. Et il y a une chaire de droit comparé de politique européenne, j'oublie le nom pardon à l'instant, droit et politique comparée, voilà, donc qui vient tout juste d'être créé à l'université Jean Monnet Saint-Étienne et en partenariat avec le CERCRID, porté par le professeur Aurélien Antoine, et donc il y a plusieurs travaux comme ça aussi qui sont faits, qui ont une orientation de droit comparé, là,
nous avons déposé 2 projets de recherche à l'URDJ, l'un qui vient juste d'être rendu sur l'âge du migrant, et un autre qui devra être rendu à peu près autour de mai-juin sur les procédures de conciliation, et donc qui mobilise le droit comparé avec l'Italie pour le premier, enfin l'Italie et l'Espagne pour le premier, et l'Allemagne et la France pour le second. Donc je suis assez heureux de voir que l'axe droit comparé comme ça se prolonge, notamment dans ces échanges, et vers des territoires, vers le continent asiatique que je connais bien. Alors je connais bien l'Océanie, comme Benoît Schmalz l'a rappelé, je connais bien aussi l'Asie pour y avoir vécu et avoir un petit peu travaillé sur le droit cambodgien notamment. Donc c'est vraiment des espaces que je connais bien. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je précise simplement que le séminaire d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est filmée et enregistrée, à la fois les conférences, alors peut-être que les débats on ne les mettra pas, donc on pourra laisser plus de liberté aux échanges. Mais voilà, donc je remercie évidemment nos invités d'avoir bien voulu accepter cet enregistrement et donc derrière on pourra valoriser un petit peu cette journée et qu'elle ne reste pas juste aujourd'hui dans ces échanges-là, mais que ça puisse ensuite perdurer. Voilà, je vous remercie et je laisse la suite de la parole. Merci Étienne pour cette introduction aussi. Alors pour la première partie la journée entière s'organise en 2 temps puisque la matinée sera vraiment consacrée à nos 2 auteurs et leurs 2 ouvrages. Dans l'optique de laisser le temps, vraiment dans l'esprit du séminaire général, où à chaque fois on essaye de laisser au moins une demi-heure, voire plus, à chaque intervenant, enfin nos invités, pour installer leur pensée, leur rapport, leur réflexion, et permettre une discussion qui ait un peu de profondeur et d'ampleur et ne s'en tienne pas à des exposés superficiels, comme parfois dans les colloques où il y a trop d'invités et on n'a pas le temps d'en débattre. Donc on a souhaité maintenir ça, c'est pour ça que j'ai pas souhaité avoir trop de personnalités. Et donc ce matin les 2 ouvrages et cet après-midi une séance de discussion sur la méthode et l'interdisciplinarité, le comparatisme et l'interdisciplinarité avec Fanny Jacquelot qui nous rejoindra, tu évoquais, et toujours les mêmes personnes. Et pour commencer, l'ouvrage du professeur Norbert Rouland, qui est professeur à Aix-en-Provence, enfin, aujourd'hui émérite, ou même si toujours émérite à l'université d'Aix-en-Provence. Et alors nous arrivons enfin à organiser cet événement après beaucoup de tentatives, puisque c'est en fait moi je suis arrivé à l'université de Saint-Étienne en septembre 2019, et dans le cadre de mes activités au collège de droit, j'avais donné à mes étudiants de première année à l'époque vos travaux sur les Inuits et les justices qui sont assez surprenantes, mais c'était vraiment très intéressant de voir dans les sociétés sans État le mode de règlement des différends, des concours de chant. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir que le chant avait une dimension politique, ce qui faisait qu'il y avait une réflexion sur le rôle des chants, des chansons. Aussi, dans l'Empire de Chine, je me suis dit, tiens, ça boucle la boucle, pour retrouver des choses que vous aviez connues il y a très longtemps, parce que c'est dans les années 70 que vous étiez parti dans l'article. Oui. Et donc je leur avais donné ces travaux pour justement les initier un peu à l'ouverture sur d'autres cultures juridiques. Sont-elles vraiment juridiques? C'est une vraie question. S'agit-il de droit ou pas de droit selon la conception qu'on s'en fait, voilà. Régler un différend, est-ce que c'est du droit indépendamment de la forme que ça prend ou seulement certaines formes? Moi j'aurais plutôt tendance à dire n'importe quelle forme, ce sera du droit. C'était un peu l'objet de l'étude qu'on avait fait avec les étudiants sur ces formes de justice très surprenantes dans des sociétés très différentes de la nôtre. Et puis j'avais donc décidé de vous inviter, et le Covid en avait décidé un peu autrement, jusqu'à ce que les choses se relancent et que vous veniez de publier cet ouvrage, et donc on avait décidé de consacrer l'invitation à cet ouvrage, que j'ai eu un grand plaisir à lire, je dois le dire, parce que c'est vrai que la Chine est un pays sur lequel on a un peu tous un a priori, un avis, c'est quelque chose d'omniprésent dans la vie géopolitique actuelle, dans la presse, dans les débats, c'est un objet qu'on rencontre systématiquement en tant que citoyen, en tant que chercheur, à l'inverse, quasiment jamais, parce que, surtout quand on est juriste, et surtout juriste de droit. Quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend, mais est-ce que vous pouvez couper votre micro? Vous entendez pas? Non, on n'entend pas l'intervenant. Ah, vous m'entendez pas là? Mon micro.
Moi, vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Il faut bien parler dans le micro, mais dans le micro marche très bien. On essaie de parler par chat, mais personne ne répond sur le chat. Ah, attendez, je vais Et voir. on n'entend Non, mais je connais toujours pas l'intervenant. Et alors, tu vois? Ah, c'est vrai que c'est embêtant. Sinon, attends, je vais voir là-bas. C'est un truc. Vu qu'on est surtout sur la visio, en ces temps de mouvement social, on n'entend plus le son. Pourtant, si, là, ça a l'air de marcher. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si ça fonctionne ou pas, là? Parce que moi, je parle. Tout à l'heure, on a fait des tests, ça marchait bien. Et là? Ah. Si, c'est bon. Il doit y avoir un souci technique. Est-ce que là, vous m'entendez? Non? Sinon, donne-moi... je l'ai coupé et rallumé, mais ça va changer rien, ça. Celui-là fonctionne? Oui, super. Merci beaucoup. Ah, c'est tu as un souci. Je vais le poser de côté. Donc là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, merci. Ah, parfait. Désolé. Donc je reprends? Oui, monsieur. S'il ne marche pas, c'est pas très grave. Voilà, donc on reprend avec un micro qui fonctionne, ça sera quand même mieux, puis on se le passera, c'est pas très geste barrière, mais tant pis. Donc, pour conclure, je voulais pas être trop long avant de vous donner la parole sur cet ouvrage, que j'ai eu beaucoup plaisir à lire, parce que je pense que sur la Chine, on est tous confrontés à presque une injonction d'avoir un avis, même de ce point de vue-là, sur un pays qu'on connaît quand même de manière générale très, très mal, pour la plupart d'entre nous. Et j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui constituait une introduction générale à la compréhension de la Chine, en abordant une grande diversité de thèmes, que ce soit le rapport au droit et au procès, le rapport à la famille, le rapport à l'État, la différence entre les villes et les campagnes, les minorités chinoises également, etc. Enfin, qui revenait sur plutôt en abordant, alors c'est là où on reviendra peut-être à la discussion, mais en n'abordant pas ce dont tout le monde parle tout le temps, c'est-à-dire le caractère autoritaire du régime, l'oppression des minorités, la politique au Tibet, ou les Ouïghours, ou les rapports des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme. Enfin, voilà, toutes ces questions-là ne sont pas abordées parce que justement l'objectif c'est de dire la Chine ce n'est pas que ça, et ce n'est peut-être pas ça uniquement de la manière dont on est capable d'en parler en Occident. Et donc justement ça donne à voir une Chine beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle aussi, et beaucoup plus en profondeur, ce qui oblige à enrichir le regard, sans forcément d'ailleurs nous faire changer d'avis sur le fait d'être heureux d'être né, alors ce qui me concerne, à Saint-Afrique dans l'Aveyron plutôt que dans la colline hurlante, pour donner deux exemples extrêmes que vous évoquez dans votre livre. Donc voilà, donc c'était vraiment, enfin je conseille vraiment une lecture en posant peut-être, pour ensuite vous laisser présenter, d'expliquer comment vous en êtes venu, quelle était l'intention de cet ouvrage, et puis d'en développer les principaux points, si vous voulez bien. C'est mieux que je prenne le micro. Alors peut-être, ouais, je sais pas, alors attendez, testez, peut-être demander si les gens vous entendent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui, on vous Ah, il n'y a plus le mien qui marche Oui, pas. Alors allez-y, c'est bon. Et vous me direz pour le timing, parce que comme j'ai Ouais, je prenez votre dire. Bon. Eh bien, je remercie effectivement M. Schmaltz et puis les collègues stéphanois de m'avoir invité, ainsi que M. Gipoulou. Alors, je précise tout de suite que, contrairement à M. Gipoulou, je ne suis pas sinologue. Malheureusement, je ne lis pas le chinois, je le parle encore moins, mais enfin, je me débrouille avec les moyens du bord. Alors, effectivement, j'ai écrit ce livre qui a été édité par un éditeur qui est en fait un Chinois, qui est d'origine shanghaïenne, mais qui est installé à Paris depuis longtemps maintenant. Et alors, mon intérêt pour la Chine, alors si on remonte très très loin en arrière, parce que c'est l'époque de mon adolescence, donc
vous voyez que ça fait quelques décennies malgré tout, ben, ce sont les romans d'André Malraux, qui m'avaient beaucoup séduit quand j'étais adolescent. Alors qu'est-ce qui me séduisait à l'époque? Ben, c'était l'exotisme, et puis de voir cette vie à Shanghai, la naissance du Parti communiste, les premières grèves, etc. Et puis longtemps après, j'ai appris qu'en fait, André Malraux, lorsqu'il avait écrit ça, n'était jamais allé en Chine. Mais bon, ça c'est un peu la magie, le talent du romancier, ben oui, d'arriver à décrire quelque chose et de faire, et d'y faire croire à son lecteur. Alors, pour remonter quand même plus loin vers le présent, après les éléments déclenchants, ben d'abord c'est que je suis allé en Chine ben, plusieurs fois à la fin du siècle dernier. Alors, point de départ, j'ai été invité par la City University à Hong Kong, et à partir de là, bon, ben, j'avais pu aller sur le continent, à Beijing, à Shanghai, à Xi'an, et à Beijing, j'avais été très bien accueilli, notamment par l'Université du Peuple. Alors, l'Université du Peuple, bon, comme tout le monde le sait, avant, quand une université étrangère vous invite, avant vous leur dites, ben voilà, le choix de thème dont je pourrais parler. Et bon, j'avoue que j'avais cité la question des droits de l'homme en 1997, hein, quand même. Vous voyez, 1989, c'était pas très loin. Et bon, je pensais que ce thème ne serait pas choisi, et puis, au contraire, c'est ce thème qui a été choisi, et bon, j'avais pu m'exprimer, je dirais, tout à fait librement. J'avais eu des contacts avec beaucoup de collègues, et tout s'était très bien passé. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça serait possible? Ça, j'en sais rien. Mais, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai un collègue chinois qui est de Chongqing, si je me souviens bien, une grande ville, et qui dirige un journal un journal chinois qui s'appelle Journal of Human Rights, et qui a publié, alors un article cette fois-ci récent, hein, de 22 mois, sur les droits de l'homme, les différentes façons dont on peut les concevoir. Et bon, cet article a été publié, enfin traduit évidemment en chinois, et publié dans un journal chinois. Et je crois que ce que ne savent pas trop les Occidentaux, c'est qu'il y a beaucoup en Chine d'instituts ou de centres d'études des droits de l'homme. Alors, évidemment, peut-être ils les envisagent en mettant les priorités sur d'autres choses que chez nous. Enfin, c'est pas du tout une matière inconnue. Voilà ce que je veux dire. Donc, il y a eu ces voyages en Chine en 1997, et puis j'ai écrit, peut-être que M. Schmalz le connaît, mais c'était il y a longtemps, j'ai écrit en 1988 un manuel qui s'appelle Anthropologie juridique, et ce manuel a été traduit en chinois, et à la suite de négociations, enfin quand même longues, hein, entre mon éditeur français, les presses universitaires de France, et un éditeur de Shanghai qui s'appelle Commercial Press, cet ouvrage va être publié, d'après ce qu'on me dit, dans le courant de ce premier semestre en Chine. Et alors, en dialoguant évidemment par Internet ou par Zoom avec mes collègues chinois, je me suis aperçu que ce que connaissaient les Chinois, c'était l'anthropologie juridique nord-américaine, où effectivement, il y a des grands noms dans l'anthropologie juridique nord-américaine du XXe siècle. Mais ils ont été très étonnés de savoir que, mais ça peut-être qu'on en parlera mieux cet après-midi, très étonnés de savoir que l'anthropologie juridique existait aussi en Europe. Ils disaient non, mais ça, on ne le savait pas. Ils ne connaissaient que les travaux nord-américains. Donc voilà, alors évidemment, je voudrais retourner en Chine, mais là, comme pour tout le monde, pendant ces 3 ou 4 années, il y a eu le Covid, et bon, j'espère bien pouvoir y retourner
retourner cet automne. Alors pourquoi et comment est-ce que j'ai écrit ce livre? Alors pourquoi, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup de livres quand même qui sont publiés, enfin sur la Chine actuelle en tout cas, sont des livres à charge contre la Chine. J'ai dit, c'est pas la peine d'écrire encore un énième livre critiquant la Chine, ça sert à rien de répéter tout ce que les autres disent. Donc, je me suis dit, je vais plutôt, en abordant effectivement un certain nombre de points, la famille, oui, il y a quand même des chapitres sur les droits de l'homme, sur la démocratie, enfin, sur l'anthropologie, etc., etc., de montrer que, ma foi, c'est pas, tout n'est pas forcément blanc ou noir. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, la couverture, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est mon éditeur. Vous voyez qu'il y a un verre à moitié, enfin, un verre rempli à moitié. Donc, je suppose qu'il a voulu dire, le verre, ça dépend comment vous le voyez, à moitié vide ou à moitié plein. Et donc, c'est un petit peu ça qui m'a guidé dans la rédaction de ce livre. La rédaction, alors, donc je n'ai pas accès malheureusement aux sources chinoises. Mais d'une part, je dialogue par Internet avec les collègues chinois, je suis intervenu par Zoom dans plusieurs colloques en Chine. Il y a quand même beaucoup de livres français qui sont écrits sur la Chine. Il y a des livres écrits par des collègues chinois qui ont été traduits en anglais. Donc ça m'est quand même accessible. Donc, ma foi, j'ai beaucoup lu. Et à partir de là, ça, comme nous le savons tous, universitaires, finalement, on a un certain nombre de briques devant soi. Et puis, on conçoit le plan de la maison. Et ensuite, on insère les briques un petit peu comme on le pense. Donc, ça a été en fait une rédaction assez facile. Hein. Alors, oui, quand même, mais ce que je peux déjà dire, peut-être que je le redirai cet après-midi, moi je me suis pas mal inspiré de romanciers chinois actuels, parce que je pense que le roman, quand c'est un bon roman, il peut donner une bonne description de la société. Si vous voulez voir la condition ouvrière au XIXe siècle en France, vous pouvez lire les ouvrages de Zola, par exemple, hein, ou regarder même les peintures de Degas. Et il y a de bons romanciers chinois. Alors, il y a un certain Mo Yan qui a été quand même prix Nobel de littérature. Bon, je ne critique pas. Ces romans, moi, ne m'ont pas captivé. J'ai préféré ceux d'un auteur qui est peut-être moins connu, mais enfin qui est très publié en France, qui s'appelle Yan Lianke. Ça, ce sont de très très bons romans, bien sûr. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire, en gros, sur ce qui m'a guidé, et puis sur ce qui m'a motivé. Alors ensuite, qu'est-ce qui m'a le plus intéressé ? Qu'est-ce qui m'a beaucoup appris? Parce que, comme tout le monde le sait ici, quand on écrit un livre, on apprend beaucoup pour écrire le livre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en lisant un certain nombre de choses. Alors, il y a, en gros, 3 questions qui m'ont particulièrement intéressé. Pardon, je pose mon livre. 3 questions qui m'ont particulièrement intéressé, c'est ce que je voudrais dire ce matin. C'est évidemment, vu ma spécialité, l'anthropologie juridique, c'est l'anthropologie de la Chine, mais faite par les Chinois. C'est ça qui est intéressant, faite par les Chinois. Et là, il y a une très bonne revue que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Cargo, comme un cargo. C'est un numéro qui date de 2018, donc qui est récent, qui fait quand même une bonne centaine de pages, et qui s'appelle The New Chinese Anthropology. Vous avez des articles
quelques-uns en français, beaucoup en anglais et quelques-uns en chinois. Ça, si vous vous intéressez à l'anthropologie de la Chine faite par les Chinois, c'est véritablement quelque chose qu'il faut regarder sur Internet. C'est très facile à trouver. Alors oui, donc ça, c'est la première chose sur laquelle peut-être j'insisterai. Bon, l'anthropologie de la Chine faite par les Chinois. Hein. Parce que oui, ce que j'ai voulu faire aussi dans cet ouvrage, pour ceux qui pourront le lire, enfin il est en principe dans les librairies, en tout cas il est sur Amazon, c'est que j'ai cité beaucoup de témoignages de Chinois. C'est pour ça que j'ai dit, d'ailleurs le sous-titre il est de moi, la Chine et les Chinois, oui, croiser nos regards. Bon, il faut un peu écouter ce qu'ils racontent. Voilà. Puis après, effectivement, comme vous le dites, bon, ben, on est libre de croire ou pas y croire, mais il faut d'abord écouter. Hein. Alors donc, le premier thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'anthropologie de la Chine. Le second thème, c'est la condition féminine. Petite parenthèse à propos de la condition féminine, on n'est pas très loin du 8 mars, la journée internationale de la femme. En Chine, le 8 mars, les Chinoises ont droit à une demi-journée de congé. Et les magasins leur font des rabais, leur font des prix spéciaux. Donc ça, c'est assez sympathique. Ça existe aussi au Brésil. Je ne sais pas au Brésil ce qu'ils font en particulier pour les femmes. Ça existe aussi en Russie. En Russie, le 8 mars, les Russes, les maris ou les petits amis offrent des bouquets de tulipes ou de roses à leurs compagnes. Mais alors, ce qu'il y a d'original en Russie, c'est que chaque 23 février, donc 15 jours avant, c'est la fête des hommes. C'est-à-dire que c'est les hommes qui reçoivent des cadeaux de leurs femmes ou de leurs petites amies. Là, je crois que c'est une spécificité russe. Bon, alors la condition féminine. Et puis, troisième point, les paysans. Et à l'intérieur de cette masse de paysans, les migrants, dont la condition m'intéresse, c'est quelque chose ça m'a intéressé de rédiger. Et alors, de quoi me suis-je aperçu au cours de toutes ces recherches aussi? Deux choses. La première, mais ça les historiens du droit et a fortiori les anthropologues le savent bien, c'est que il ne suffit pas de poser des normes dans des codes, dans des lois, dans des constitutions, pour que forcément ça soit mis en pratique dans la société. Très souvent, les mœurs résistent au droit. Et ça, c'est dans tous les pays. En Chine, oui, j'ai vu beaucoup d'exemples de ça, mais enfin aussi en France. Hein, c'est pas parce qu'on décrète quelque chose que tout de suite ça va suivre derrière rapidement. Hein. Par exemple, à propos de la famille, les communistes ont fait passer des lois favorables au mariage consensuel. Ça s'est pas réalisé tout immédiatement. Enfin, ça, j'essaierai d'en parler. Donc, première idée, la résistance des mœurs au droit. Également, seconde idée, la seconde idée m'échappe, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, enfin, ça me reviendra chemin faisant. Ah oui, c'est ça, seconde idée, c'est que quand on compare l'évolution parallèle de certains problèmes en Chine et en France, on s'aperçoit qu'en fait les mêmes évolutions se produisent, mais avec un décalage chronologique. Ça peut être une génération, ça peut être un peu plus, mais les mêmes évolutions. Ce qui me fait penser, mais là je parle sous le contrôle d'un véritable sinologue,
ce qui me fait penser que oui, la Chine, c'est quelque chose qui est loin, ethniquement, ben, ce sont des Asiatiques, c'est pas des Européens, la culture, elle est différente, mais c'est pas pour autant que c'est absolument inconnaissable et incomparable pour nous. Je pense qu'il y a véritablement des parallélismes qu'on peut établir, et d'une manière, je dirais, plus perceptible immédiatement quand nous voyons aux actualités des reportages sur les Chinois, ben, surtout enfin les officiels chinois, ils sont habillés comme nous, ils sont habillés à l'européenne. Et puis bon, ils sont marxistes, bien entendu. Hein. Alors un marxisme cynisé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas trop. Enfin, Marx, c'était un Européen, autant que je sache. Donc voilà, c'est pas... Enfin, pour moi, malgré l'obstacle linguistique, c'est pas un ailleurs absolument inconnaissable. Voilà. Donc, alors, l'anthropologie de la Chine. Là, justement, ben, c'est un des thèmes sur lesquels il me semble que le trajet de l'anthropologie chinoise est comparable à ce qui s'est passé chez nous. Et j'ai apporté un petit livre qui est en fait une traduction récente, enfin, pas de tout un ouvrage, mais il cite des extraits d'un grand ouvrage d'un anthropologue chinois qui s'appelle donc Fei Xiaotong et qui a beaucoup étudié les paysans et les minorités nationales au XXe siècle. Alors Fei Xiaotong, il a eu une longue histoire puisqu'il est né, autant que je me souvienne, en 2010, donc encore sous le régime impérial, et il est mort en 2008. Donc il a aussi connu la République de Sun Yat-sen et puis la République populaire chinoise. Bon, il a eu des ennuis pendant le grand bond en avant, parce que il faisait des enquêtes sur le terrain, c'était un véritable ethnologue de terrain. Et à un moment donné, il a dit « mais la vie dans ce village était meilleure avant la Révolution qu'après ». Évidemment, c'était pas ce qu'il fallait dire. Donc il a été encore renvoyé à la campagne, et renversement de l'histoire, lors du procès de la Bande des Quatre, il a été un des juges de la Bande des Quatre pendant la Révolution culturelle. Et évidemment, après, il a été réhabilité et il est mort, donc je crois, vers 2008. Alors, bon, ça, c'est quelqu'un qui est très intéressant. Alors, bon, il avait fait ses études en Chine, évidemment, mais ensuite, il a fait sa thèse sous la direction d'un grand anthropologue qu'elle s'intéresse beaucoup, l'anthropologie juridique, à Londres avec Bronislaw Malinowski. Donc c'était pas n'importe quoi. Alors, alors ce qu'il y a d'intéressant pour Fei Xiaotong, c'est qu'il a fait beaucoup de terrain. Hein, c'est pas quelqu'un qui est resté à Beijing. Il a fait beaucoup de terrain. Il est allé alors au Tibet et au Xinjiang. Je ne crois pas. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il est allé dans cette région où j'espère bien aller l'automne prochain, pas très loin du Tibet d'ailleurs, c'est-à-dire dans le Yunnan. Le Yunnan, où là il y a beaucoup de minorités nationales. Donc c'est quelqu'un qui est un anthropologue de terrain, qui a beaucoup étudié ces minorités nationales, qu'on appelle, je crois, en chinois, les Minsu, et il a beaucoup étudié évidemment la vie des paysans. À son époque, les paysans étaient très majoritaires en Chine. Hein. Et donc tout ce qu'il dit sur les paysans est extrêmement intéressant. Alors il dit, mais ça, je vais avoir l'occasion peut-être de le redire dans le second thème,
que notamment chez les paysans, ben, les relations, enfin les alliances matrimoniales ne se faisaient pas prioritairement pour des raisons d'attirance sentimentale ou sexuelle. C'était des mariages, oui, arrangés. Hein. Voilà. Également, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, à mon avis, c'est une observation très vraie, une observation très exacte. Il dit, on dit que le fait d'être illettré, c'est un désavantage. C'est un désavantage quand on a à communiquer avec l'extérieur. Mais les paysans, ils sont tout le temps entre eux, dans des relations de face à face. Donc, même s'ils sont illettrés, pour eux, c'est pas un très gros problème. Mais il dit, évidemment, là où les choses commencent à se compliquer, c'est quand ils ont des relations avec les étrangers, mais les étrangers, les paysans chinois au XXe siècle, c'était très rare quand même qu'ils en aient, mais même des Chinois extérieurs à leur village. C'est là où, bon, effectivement, là il faut trouver un langage commun. Et il dit, il a une phrase dans cet ouvrage, il dit « Là apparaît le droit ». Là apparaît le droit. Bon. Effectivement, qu'est-ce qui est juridique, qu'est-ce qui n'est pas juridique, c'est une question philosophique qui demanderait à elle seule toute une journée de colloque. Alors ensuite, bon, lui, il a fini quand même par mourir au début de notre siècle, et il y a un autre anthropologue qui s'appelle Wei Mingming, qui est professeur à Beijing, et qui, lui, a réalisé ce que j'appelle, au fond, ce passage du regard vers l'autre, bon, minorité, peuple autochtone, paysans, etc., au regard vers soi. Parce que Wei Mingming, paraît-il, après cette revue que j'ai citée, est quelqu'un de très connu en Chine, parce qu'il a élaboré ce qu'il a appelé lui-même la théorie des trois cercles. Il dit l'anthropologie chinoise doit avoir pour objet, comme toujours, effectivement, les paysans, les minorités nationales, bon ça c'est très bien, c'est le premier cercle. Le second cercle, on doit aussi s'intéresser à 90% de la population chinoise, aux Han. Comment ils font, comment ils vivent, bon, dans les villes aussi. Et puis, troisième cercle, toute la diaspora chinoise, c'est-à-dire toutes les communautés chinoises qui sont à l'extérieur de la Chine. Alors lui aussi, c'est quelqu'un qui fait faire des enquêtes sur le terrain. Et il en a fait faire notamment dans un village des Basses-Alpes françaises, qui est devenu une petite station de ski qui s'appelle Puy-Saint-Vincent. Et là, il a fait interroger les vieux de Puy-Saint-Vincent par ses étudiants. Et ces étudiants sont revenus en Chine en disant finalement, c'est pas si différent que ça, ce que nous ont dit ces vieux paysans français, que ce que nous disent nous-mêmes nos vieux paysans. C'est pas quelque chose, encore une fois, de radicalement différent. Alors, en quoi c'est quelque chose qui me fait penser à l'évolution de l'anthropologie européenne, ou en tout cas française? Bon, nous, l'anthropologie française, il faut trouver un terrain, évidemment, elle s'est développée surtout dans nos colonies, en Afrique noire, et puis en Afrique blanche, dans le cadre du Maghreb. Bon, les Chinois, c'est pas pareil. Les Chinois, ils ont leur minorité sur place, ou leur peuple autochtone sur place. Comme les Américains ou les Canadiens ont les Indiens et les Inuits aussi sous la main, si je puis dire. Bon, nous, c'était pas la même chose. Hein. Bien. Et puis, est arrivé au milieu du XXe siècle le temps des décolonisations. Et donc les terrains sont devenus moins facilement
accessible pour les chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont tournés vers leur propre société, vers la société française. Et de ce point de vue-là, un ouvrage pionnier, je le cite parce qu'il concerne un village qui est devenu maintenant très touristique, pas très loin d'Aix-en-Provence, dans le Luberon, un petit village qui s'appelle Roussillon. Et là, qu'est-ce qui débarque à Roussillon après la Seconde Guerre mondiale? Un Américain qui s'appelle Lawrence Willey, et il arrive à Roussillon avec femme et enfants. Alors il faut imaginer Roussillon au milieu du XXe siècle, c'était un visage paysan complètement perdu. Le Luberon, maintenant, c'est devenu très à la mode, mais ça, c'est maintenant. Au milieu du XXe siècle, c'était une contrée presque sauvage, tout à fait différente de maintenant. Hein. Je me souviens d'ailleurs, mes propres parents, quand j'étais petit, quand je les entendais prononcer le mot du Luberon, pour eux, c'était aussi loin que l'Afrique noire, pratiquement. Hein. Donc les choses sont à remettre dans leur contexte. Alors effectivement, il débarque avec sa famille, cet Américain, et il inscrit ses enfants à l'école, il leur fait apprendre le provençal, parce qu'on parlait le provençal, il observe des choses telles que qui nous sont familières, aux Provençaux, les parties de pétanque, il écoute évidemment tout ce qu'on dit, les petites histoires d'adultère, etc., les litiges ruraux tranchés par le notaire local. Enfin, il fait comme fait un ethnologue. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il le publie. Il le publie, c'est encore disponible, ça aussi, sur Amazon. Hein, ça s'appelle de Lawrence Willey. Il n'avait pas mis le mot Roussillon. Il avait mis simplement un village de Provence. Bon, il le publie, et là, c'est très mal accueilli. Pas par les gens extérieurs à Roussillon, non, ça c'est un ouvrage fondateur de l'anthropologie européenne, mais par les gens de Roussillon eux-mêmes. Parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu racontes-nous nos petites histoires à tout le monde, c'est pas du tout fait pour tout le monde, c'est nos affaires à nous. Donc il a dû quand même essayer de s'expliquer, dire oui, mais bon, j'ai fait un travail scientifique. Mais enfin, au départ, ça s'est pas très très bien passé. Alors effectivement, qu'est-ce qu'ont fait les anthropologues français ou européens? Ils se sont tournés d'abord vers des groupes sociaux qui leur paraissaient, particuliers, spécifiques. Alors, les paysans, effectivement, un exemple de Roussillon. Ensuite, de manière plus moderne, ça a été les chômeurs. Ça a été aussi, ça on ne le sait pas, je le mentionne, les gens très riches. Il y a deux auteurs qui s'appellent les époux Pinceau, qui ont publié plusieurs ouvrages sur les gens très riches. Comment ils font pour marier leurs enfants? Où est-ce qu'ils mettent, dans quelles institutions ils mettent leurs enfants? Et donc, vous voyez, ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a eu, en très gros, je donne tous ces exemples, pour montrer qu'il y a eu effectivement un passage du regard vers l'autre, et puis au regard vers soi. Bien, ensuite, le second thème, la condition féminine. Alors, la condition féminine, évidemment, tout le monde le sait, c'est que pendant la période, les périodes impériales, la condition des femmes était très inférieure à celle des hommes. C'était un système patriarcal. Et donc, par exemple, les paysannes, évidemment, elles allaient travailler pour aider leur mari. Mais les femmes riches devaient sortir le moins possible de la maison familiale. Et quand elles sortaient, elles devaient sortir voilées. Il n'y a pas que les musulmanes, hein, même si effectivement en Chine, il y a des musulmans. Mais là, ce n'était pas spécialement les musulmans. Mariage d'amour, non. C'était les mariages arrangés.
Si l'amour venait après, bon, ben, ça, très bien, mais ce n'était pas la condition initiale. Mais là encore, est-ce que c'était si différent chez nous? Je pense que non. Chez nous, ce que nous appelons le mariage d'amour, qui nous semble naturel, c'est une invention relativement récente. Ça date peut-être de la, mettons en gros, enfin en très gros, de la fin du 19e siècle. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, toujours pareil, majorité de paysans. Paysans, ce n'était pas les mariages d'amour qui les intéressaient, c'était des mariages entre familles, sans parler évidemment des familles régnantes, des monarques, ça tout le monde le sait. Bon, donc, vous voyez, c'est pas non plus quelque chose qui est totalement opaque pour nous et absent de notre histoire. Enfin, j'ajoute d'ailleurs, les juristes ici le savent bien, que l'amour, même actuellement, même en droit positif français, n'est pas une condition du mariage. Si vous allez devant le juge et vous dites « je veux divorcer parce que ma femme ou mon mari ne m'aime plus », le juge dira « ben non, je suis désolé, mais l'amour, non ». D'abord parce que l'amour, c'est quelque chose de très difficile à définir. Hein. Et non, alors, effectivement, ce qui est sanctionné, ce sont des comportements qui peuvent découler de l'amour, mais qui pourraient aussi découler de l'amitié. Il peut exister des relations d'amitié dans un couple, hein. L'assistance, le secours, la fidélité et le respect. C'est, si je me souviens bien, l'article 212 de notre code civil. Mais enfin, l'amour en lui-même, non. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fais les choses très rapidement. Les communistes et Mao Tse-tung ne prennent pas tout de suite le contrôle de la Chine. Ils commencent à s'établir dans certaines bases communistes, dans le Jiangxi, puis ensuite beaucoup plus loin à Yan'an. Et là, dans ces bases communistes, déjà, ils essayent de faire passer, ça s'appelle pas des lois, ça s'appelle règlement sur le mariage, mais enfin c'est pareil, des dispositions qui sont, je dirais, d'inspiration très moderne, qui sont complètement contraires aux traditions paysannes. Alors il faut dire aussi, c'est un élément, ça peut expliquer aussi, Mao, quand il était jeune, bon, c'était un fils de paysan, Mao, hein. Il s'entendait très mal avec son père. En revanche, il aimait beaucoup sa mère. Et son père, qui était un homme autoritaire, quand Mao avait 15 ans, il a voulu le marier avec une jeune femme qui avait 4 ans de plus que lui. Bon, Mao n'était pas en position de refuser, mais enfin, le mariage n'a pas été consommé, il n'a jamais vécu avec elle. Pourquoi, je ne sais pas, il devait avoir ses raisons, peut-être parce qu'elle ne lui plaisait pas, mais enfin, il en a conçu une haine pour les mariages arrangés. Et ça va se retrouver, effectivement, cette hostilité au mariage arrangé, dans les dispositions des communistes chinois. Alors, donc, ils s'établissent d'abord dans les années 30 dans certaines régions de Chine, et là, ils font passer des lois imposant le mariage moderne, c'est-à-dire consensualiste, ou pas de mariage arrangé, etc., etc. Bon, dans la pratique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est tellement nouveau pour les paysans. Donc vous voyez, résistance des mœurs. Résistance des mœurs. Bien. Ensuite, 1949, là c'est la fondation de la République populaire de Chine. Toute la Chine est soumise au parti communiste. Et 1950, Mao fait passer une loi sur le mariage. Il y a eu très peu de lois en Chine pendant la période maoïste parce que Mao ne croyait pas au droit pour gouverner une société. Il pensait qu'il fallait lancer des campagnes politiques comme il l'a fait, comme le grand bond en avant, la révolution culturelle, mais le droit, non. Ça, c'était pas du tout... Mais il a quand même là fait passer cette loi sur le mariage de 1950
qui est une loi moderne, c'est-à-dire plus de mariage arrangé, c'est le mariage consensualiste, c'est les époux qui se choisissent, tous les mariages doivent être enregistrés, l'enregistrement est une mesure de publicité, mais c'est quelque chose là aussi qui tend à essayer de diminuer l'influence des familles. C'est-à-dire que l'acte d'enregistrement, il n'est pas fait mention de l'accord ou du désaccord des parents. C'est les futurs époux qui manifestent leur volonté de se marier. Également aussi, parallèlement, interdiction de l'infanticide des petites filles. Alors pourquoi l'infanticide des petites filles? Ça, bon, évidemment, c'est blâmable en soi, c'est évident, mais disons que ça avait une certaine rationalité, puisque en Chine, bon, surtout à l'époque, au XXe siècle, pas de sécurité sociale, pas d'équivalent de la carte vitale. Donc quand les parents deviennent âgés, ben, comme toujours, ils deviennent dépendants, ils peuvent avoir des maladies, et il faut quelqu'un qui s'occupe d'eux quand même. Bon, traditionnellement, la fille qui se marie, d'abord il fallait la doter, et ensuite, lorsqu'elle est mariée, elle n'appartient plus à la famille de ses géniteurs. Elle appartient à la famille du mari. C'est fini. Bon, alors qu'est-ce qui reste? Ben, il reste qu'il faut avoir un fils. Parce que le fils, c'est lui qui doit s'occuper de ses vieux parents. Et c'est une mentalité qui, je crois, est quand même encore présente. Par exemple, un indicateur dont je me suis servi dans mon livre, c'est les maisons de retraite. Bon, chez nous, maintenant c'est rentré dans les mœurs, d'envoyer les parents âgés, quand ils deviennent dépendants, dans les maisons de retraite. Bon, mais en Chine, non, c'est beaucoup moins répandu que chez nous. Bon, chez nous, il y a 7500 EHPAD. En Chine, actuellement, il y a 40 000 maisons de retraite. Mais si vous faites le rapport entre le nombre de ces établissements et le nombre de la population, vous voyez que c'est très très inférieur à nous. Même encore maintenant, c'est pas très bien vu d'envoyer ses parents dans une maison de retraite. Alors évidemment, quand on habite dans le centre-ville de Shanghai ou de Beijing, les appartements ne sont pas faits pour permettre à 3 générations de vivre sous un même toit. Mais enfin, c'est quand même un indice, ces questions de maison de retraite. Donc, vous voyez, l'infanticide des petites filles, je ne dis pas que ça le justifiait, mais c'était pas un acte d'une sauvagerie sans raison. Il y avait quand même une rationalité derrière. Bon, ben ça, c'est interdit. Bien. Alors, ça, ce sont des politiques modernistes. Mais, alors, d'abord, est-ce que c'est rentré dans les faits? Il y a des exemples qui sont cités notamment par cette journaliste chinoise qui s'appelle Xinran, dont je cite des extraits d'enquêtes, parce qu'elle a fait des enquêtes sur le terrain. Alors c'est vrai dans des villages éloignés, des villages très arriérés. Mais enfin, où subsistent encore des mœurs de polyandrie, enfin, de mariage arrangé, où la condition des femmes n'a absolument rien de moderne. Bon, c'est vrai que c'est des cas isolés, mais enfin, ça existe toujours. Mais de toute façon, même d'après des sondages effectués en 1985, parmi les jeunesses, la jeunesse urbaine, 65% de ces jeunes urbains disaient qu'ils s'étaient mariés sous la pression de leurs parents. Bon, 65%. Maintenant, peut-être que c'est certainement moins. Mais enfin, vous voyez, 1985, c'était 35 ans après la loi sur le mariage. Avant que les choses rentrent vraiment dans les mœurs, il faut véritablement du temps. Ah oui, autre chose aussi que la loi de 1950 interdisait, les pieds bandés.
les pieds bandés qui sont une véritable mutilation féminine. Bon. Je me souviens très bien, moi, que j'étais dans une grande ville, donc à la fin du siècle dernier, et je vois une vieille dame qui marche avec difficulté. Je me suis dit, ben tiens, elle doit être handicapée, elle a dû avoir un problème. Et ce n'est qu'après, quelques minutes après, que j'ai compris, que je me suis dit, ah ben voilà, mais c'est une vieille dame, parce que quand elle était petite fille, elle a eu les pieds bandés. Et ça remonte donc maintenant à une trentaine d'années. Je pense que maintenant, toutes les femmes qui ont eu les pieds bandés quand elles étaient petites filles, de toute façon, elles sont mortes. Donc c'est une coutume qui maintenant a dû disparaître. Mais enfin, c'était visé par effectivement ces lois des communistes. Également aussi, alors ce qui est quand même une régression, oui, même si encore une fois, ça peut s'expliquer. C'est la politique de l'enfant unique. Politique de l'enfant unique qui a été quand même, oui, une régression dans les droits des couples chinois, puis dans les droits des femmes, parce que, vu la biologie, c'est sur elle d'abord que ça tombait. Alors, politique de l'enfant unique, elle a duré, en gros, depuis la mort de Mao, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à 2015. Bon. C'était pas irraisonné, parce que Mao avait une politique nataliste. Il disait, plus les Chinois feront d'enfants, plus ça fera de force de travail. Oui, mais sauf qu'en Chine, il y a 7% de terres arables cultivables. 7%. Pas beaucoup. Donc ça faisait, oui, peut-être une force de travail en plus, mais surtout beaucoup de charges en plus. Et donc, à la mort de Mao, les dirigeants chinois ont pris peur, et ils se sont dit, non, il faut à tout prix inverser ça. Et donc, politique de l'enfant unique, sauf pour les minorités nationales, lorsque vous êtes une minorité nationale, vous pouvez avoir 2 ou 3 enfants. Enfin, les minorités nationales, c'est 10%, donc ça n'a pas un impact démographique énorme. Enfin, sinon, lorsque vous êtes un couple chinois, un enfant et pas plus. Et alors, il y a toujours cette mentalité de l'enfant unique. Bon, si vous avez un enfant et que c'est un fils du premier coup, ça c'est bon, donc là c'est parfait. Enfin, la nature marche pas toujours comme ça aussi, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? La loi interdisait les échographies préventives. Bon, en fait, ça se faisait quand même. L'échographie, on voyait si le fœtus, quand même, on arrivait en général à voir si le fœtus était de sexe féminin ou de sexe masculin. Bon, si par malheur il était de sexe féminin, qu'est-ce qu'il y avait comme solution? Il y avait 3 ou 4 solutions. Première solution, c'est l'avortement préventif. Bon, pas très agréable, évidemment. Seconde solution, oui, l'infanticide. L'infanticide qui s'est quand même produit. Hein, ça, il y a des témoignages. Troisième solution, donner sa fille ou éventuellement ses fils surnuméraires, hein, puisque vous n'avez pas le droit à plus d'un fils. Hein. Bon, donc vous pouviez avoir des fils surnuméraires. Vous les donner en adoption à des étrangers. D'abord, c'était pas légal, donc il fallait faire attention. Secondo, c'est supposer des relations. Pour des paysans, c'est pas très facile. Mais c'est vrai que ça a pu fonctionner, et quand j'ai parlé de ça à mes étudiants de première année, à Aix-en-Provence, il n'y a pas longtemps, après mon cours, il y a une étudiante qui est venue me voir, donc il y avait un faciès asiatique qui m'a dit « Mais monsieur, ça m'a ému ce que vous m'avez dit, parce que, oui, moi je suis un de ces enfants qui ont été adoptés par des Français. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que vous savez un peu quelque chose de vos parents chinois ?» Elle m'a dit « Non, pas du tout, je ne sais rien. Les ponts sont coupés. » Bon, mais enfin, comme elle m'a dit, j'ai été heureuse de savoir que je n'ai pas été liquidé par mes parents. Oui, ça c'est vrai. Et alors, quatrième solution, mais ça demandait pas mal de courage de la part des parents, garder les enfants surnuméraires. Hein. Mais les garder, d'abord il fallait faire attention d'échapper au contrôle du planning familial de la police. Hein. Et puis ensuite, c'était des néants juridiques, ces enfants. Pas possible d'établir de filiation,
pas possible plus tard de les marier, pas possible de les envoyer à l'école, pas possible de leur faire bénéficier de soins de santé. Donc c'était une lourde charge, hein. D'ailleurs, les Chinois appelaient ça des enfants fantômes. Alors, lorsque la politique de l'enfant unique a pris fin, en raison de certaines conséquences dont je vais parler, ces enfants uniques ont été légalisés. Et enfin, un enfant qui est né vers 1980, il est légalisé vers 1935, c'est plus un enfant, hein, c'est un adulte. Oui, c'est ça, oui. Vous avez dit 1935, c'est bon. Ah oui, pardon, non. Vers 1980, pardon, 1980. Non, 1980-2015, oui, il a fallu qu'ils vivent, hein, jusque-là. Donc c'est pas simple. Alors pourquoi est-ce que la politique de l'enfant unique a été abandonnée? Parce qu'on s'est aperçu de certaines conséquences. Première conséquence, et ça on le voit bien actuellement, puisque cette année on prévoit que le chiffre de la population indienne va dépasser la population chinoise, le vieillissement. Le taux de remplacement d'une population, il faut qu'il soit de 2, quelque chose. Enfin, par enfant, par couple. Là, 1, ça suffit plus. Donc, la Chine devient une nation de vieux. Et d'être peuplé de vieux, c'est pas très bon, ça. D'abord parce qu'il faut les prendre en charge, ça coûte cher, les vieux. Hein, en France, je ne me souviens plus des proportions, mais les dépenses de la sécurité sociale, il y a une énorme part qui est consacrée aux gens âgés de plus de 60 ans. Donc ça coûte cher. Et puis, d'une manière générale, les vieux ont tendance à... Alors, il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes, ça, comme toujours, bien sûr. Mais les vieux ont tendance à dire que c'était toujours mieux dans le passé, que tout ce qui arrive, tout ce qui est moderne, c'est pas très bon. Donc, ça favorise pas l'innovation dans une nation, qu'on soit chinois ou qu'on soit français. Et donc, ça, c'est quelque chose qui pèse sur la Chine actuelle. D'autre part aussi, à l'heure actuelle, un jeune Chinois sur 5 n'arrive pas à trouver de compagne ou d'épouse. Pourquoi? Effectivement, le stock de filles, si je puis employer cette expression, a été réduit. Et donc, oui, il y a un surplus d'hommes. Et donc, les jeunes ont du mal à se marier. Alors maintenant, c'est le contraire, la politique officielle chinoise est de donner des subventions, des allègements fiscaux aux couples qui ont plusieurs enfants. Mais là aussi, résistance des mœurs. C'est-à-dire que les jeunes chinoises, en tout cas les étudiantes dans les grandes villes, c'est un peu comme chez nous d'ailleurs, elles disent « Ouh là là, mais non, attention, avant d'avoir un enfant, il faut d'abord avoir une situation, trouver un mari qui convienne, donc il ne faut pas se presser. » Donc, pas tout de suite. Hein. Et secondo, alors ça c'est quelque chose qui est spécifique à la Chine, avoir un enfant, bon, c'est bien. Mais avoir un enfant, comme tous les parents, on veut lui donner le meilleur avenir possible. Et le meilleur avenir possible, évidemment, il faut qu'il passe par l'université. Mais les universités chinoises, c'est pas comme chez nous. Chez nous, si on a le bac, moyennant Parcoursup, on va dans l'université et on paye des droits d'inscription qui sont très minimes. En Chine, c'est pas pareil. En Chine, les accès à l'université et aux grandes universités sont extrêmement sélectifs. Ce qui fait que l'enfant chinois, il fait sa journée de scolarité normale, il rentre chez lui, et ensuite il réenclenche sur des cours privés. Et les cours privés, là, il faut les payer, et ça coûte cher. Hein. Au point d'ailleurs qu'il y a 1 ou 2 ans, Xi Jinping lui-même a dû dire non, attention, il ne faut pas multiplier ces cours privés parce que ça fait trop. Enfin, ceci pour vous dire que pour des parents chinois, non, avoir plusieurs enfants, c'est pas du tout dans leurs intentions à l'heure actuelle parce que c'est compliqué, parce que ça coûte cher et qu'ils veulent pas être l'esclave, si vous voulez, des soins qu'ils auraient à donner à plusieurs enfants. Donc,
la politique de l'enfant unique a été abrogée légalement, mais dans les mœurs, c'est toujours ce qui se produit, avec les conséquences à long terme, effectivement, qui sont patentes, quoi, à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la condition féminine. Ensuite, le problème des migrants. Alors les migrants, alors là, il y a des différences entre nous et la Chine, mais encore une fois, il y a des parallèles chronologiques qui sont faisables. Bon, nous, à l'heure actuelle, il y a environ 1,5% d'agriculteurs chez nous en France. Donc c'est extrêmement peu. Dans la Chine actuelle, il y a encore quand même 47% de paysans sur 1,3 milliard. Mais ces paysans, la moitié d'entre eux, ça doit faire 200 ou 300 millions à peu près, sont des migrants. C'est-à-dire qu'ils partent de leur village et ils partent s'employer en ville. Alors en France, c'est dans les années 1930 que la population urbaine et la population rurale ont été au même niveau. Donc là, vous voyez, c'est un écart assez grand sur le plan chronologique. Et l'exode rural, tout le monde le sait, a commencé et s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. C'est là où les campagnes se sont vidées. Et elles se sont vidées, pourquoi? Parce que, toujours pareil, les paysans, enfin les jeunes femmes et les jeunes gens espéraient qu'en ville, ils vivraient mieux, et notamment, d'ailleurs, les jeunes paysannes. Les jeunes paysannes partaient parce qu'elles voulaient échapper à l'autorité du père de famille et vivre libre. D'après moi, ce que j'ai lu, c'est exactement ce qui se produit à l'heure actuelle en Chine. Les migrants et les migrantes s'en vont, parce qu'ils espèrent trouver mieux sur le plan économique, mais les jeunes migrantes aussi, les jeunes migrantes, elles ont entre 17 et 20 ans à peu près, hein, elles s'en vont parce qu'elles veulent échapper justement à l'autorité du père de famille, qui est encore vivace malgré tout, dans les villages. Et alors, pour ce faire, tous ces jeunes, ces 200 ou 300 millions de jeunes, ils sont prêts à accepter des conditions de travail extrêmement dures quand même, extrêmement dures dans les villes chinoises. Mais il faut bien dire que personne, la police, ne les oblige pas à rester en ville. Hein. Donc s'ils voulaient, ou si elles voulaient retourner dans leur village, elles le feraient. Alors, ils ou elles y retournent, oui, mais pour visiter leurs vieux parents, lors des grandes fêtes nationales. Mais la plupart du temps, non, ils préfèrent, ou elles préfèrent, rester en ville. Ce qui prouve que, malgré tout le travail qu'on leur demande, malgré des conditions de vie extrêmement difficiles, ils et elles préfèrent encore rester en ville que retourner à la campagne. Donc le retour à la nature, c'est pas exactement, ça évoque pas les mêmes idées, je pense, pour nous et pour ces jeunes. Alors moi j'ai lu un livre qui m'a beaucoup appris sur les migrantes, là c'est sur les femmes, qui s'appelle, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais l'auteur c'est une chinoise, c'est une de ces migrantes qui a réussi à s'élever, hein. Et c'est un livre qui s'appelle Dongguan. Dongguan, c'est une très grande ville chinoise, enfin une ville industrielle, et les migrantes racontent, ou deux migrantes racontent. Donc un livre très intéressant. Et là, elle dit bien quel est l'itinéraire de ces jeunes filles. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elles font pour arriver à améliorer leurs conditions? Bon, d'abord, elles changent souvent d'emploi. Elles vont d'une usine à l'autre pour voir si c'est pas mieux. Bon, d'accord. Ensuite, pour les plus courageuses, ça demande beaucoup de courage. Parce qu'elles font des journées de 10 à 12 heures de travail. Hein. Lever le matin à 6h30, une pause d'1 heure au milieu de la journée,
Si elles veulent aller aux toilettes, il faut que ça soit marqué sur un registre. Pas plus de 10 minutes de pause pour les toilettes. Bon, donc voilà. Et puis après, ça se termine vers 20h ou 21h. Hein. Alors les plus courageuses, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles vont s'inscrire dans des cours du soir. Dans des cours du soir, où là, bon, ben, on leur inculque des connaissances qui leur permettront de s'élever, ne serait-ce d'ailleurs que des connaissances linguistiques, parce que souvent elles viennent de loin. Donc elles viennent de régions dans lesquelles on ne parle pas la même langue que dans l'usine qui les emploie. Bon, mais ça demande du courage. Troisième solution, ben, trouver un mari, évidemment. C'est pas facile. C'est pas facile, d'abord parce que le mari, il faut le rencontrer. Alors avec les horaires qu'elles ont, comment elles font? Il y a des clubs de rencontres, effectivement. Hein, mais bon. Et secondo, il faut bien voir que les urbains ont des préjugés contre les migrants et les migrantes. Ils pensent que c'est une population criminogène, qui apporte des maladies. Donc pour arriver à trouver un mari bien, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Hein. Bon, quatrième solution, ou troisième, je ne sais plus exactement, ben, la prostitution, évidemment. La prostitution. Bon, c'est sûr que là aussi, en soi, c'est blâmable, c'est pas moral. D'ailleurs, théoriquement, la prostitution a été abolie en Chine, là aussi, ben, dès l'arrivée des communistes au pouvoir. Mais dans les faits, ça existe toujours. Hein. Et donc, ben, la prostitution, oui, alors la prostitution, bon, effectivement, bon, d'un point de vue moral, on peut dire que c'est pas bien, mais enfin, si on se met à la place de ces filles, bon, si en une nuit, elles peuvent gagner l'équivalent de 3 ou 4 mois de salaire, bon, je dirais que ça peut se comprendre. Enfin, tout ceci, tous ces exemples un peu concrets pour vous montrer que, ben, malgré tout, il n'y a pas de reflux en masse de ces migrants et migrantes vers les campagnes. Non, ils y restent. Ce qui prouve que pour eux, véritablement, la vie à la nature, la vie dans les campagnes, bon, ben c'est un repoussoir. C'est un petit peu, d'ailleurs, là aussi, parce que je m'intéresse beaucoup à la révolution culturelle, c'est un petit peu, je lis des mémoires d'anciens gardes rouges qui ont été envoyés à la campagne, comme vous le savez, ce qu'on appelait les jeunes instruits, les écoles du 4 mai. Ben, ces gardes rouges qui étaient des étudiants, qui étaient des urbains, donc le mot d'ordre de Mao, c'est de leur dire il faut se faire rééduquer, il faut que vous fassiez rééduquer par les paysans. Qu'est-ce qu'ils découvraient? Ils découvraient une Chine incroyablement arriérée. Eux, ils n'avaient jamais eu de contact avec les paysans. Et pour eux, c'était une révélation, et une révélation négative. Bon, en plus de ça, comme ils ne savaient pas du tout comment travailler les champs, ils n'étaient pas de grande aide pour les paysans. Hein. Là où ils ont pu les aider, effectivement, c'est ceux qui, ben, les étudiants par exemple en médecine, qui sont devenus des médecins aux pieds nus. Pour les soins de santé, je dirais basiques, oui, là, ont pu effectivement aider les paysans. Ou celles et ceux qui ont pu leur donner des cours d'éducation. Mais enfin, la plupart de ces jeunes instruits, au bout de quelques mois, ils avaient qu'une idée, c'était de repartir en ville aussi. Alors là, ça dépendait aussi de ce que les Chinois appellent le guangxi, c'est-à-dire le carnet d'adresses, les relations. Si leurs parents étaient bien placés, oui, ils pouvaient les faire revenir relativement rapidement. Si c'était des gens du commun, ben, il y en a qui sont restés 10 ans ou 15 ans. Hein. Donc, ben voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Si, bah c'est parfait, parce qu'on arrive à 10h30 et qu'on doit s'arrêter à 11h, donc ça nous laisse un peu de temps de... Ah bon, parfait. D'échange, donc c'est très bien. Alors j'avais repris par rapport à vos différents points, les différentes questions que ça pouvait soulever. Pardon, excusez-moi. Et peut-être commencer par la fin pour faire la transition d'abord sur ces questions de migration interne. Je trouve ça très, très intéressant de voir qu'en fait, alors
alors je ne sais pas quelle est la mesure d'ouverture internationale dans la Chine de la présence de l'immigration étrangère, mais c'est intéressant de voir ce parallèle très fort entre la gestion qu'ils ont de la migration interne et qui en fait correspond à beaucoup de traits de la gestion qu'on peut avoir nous de la migration externe et des mêmes préjugés contre des migrants, alors même que ce sont des migrants alors, partageant la même nationalité, oui ou non, parce qu'effectivement un certain nombre d'entre eux viennent des minorités, mais comme vous l'avez dit, la minorité en Chine, c'est en fait 10% de la... La Chine est un État multiculturel, mais qui a quand même une prédominance des Han qui est de l'ordre de 90%, donc l'essentiel des Chinois sont des Han, et les minorités sont plutôt périphériques et minoritaires, mais très minoritaires du coup de ce point de vue-là. Mais ils ont quand même, du coup, même vis-à-vis des migrants Han, paysans, des préjugés, une forme de statut même, puisque quand on parle du Hukou, qui est le document administratif qui vous fixe comme étant de statut paysan, donc agricole, ou de statut urbain, qu'on pourrait dire non agricole en fait, mais dès l'instant que vous êtes soit de statut agricole, soit de statut non agricole, vous n'avez pas la même fonction, enfin vous n'êtes pas assigné à la même fonction, au même statut dans la communauté. Donc il y a une tentative à la fois de contrôle et de gestion de ces migrations internes qui rappellent un peu les statuts des migrations externes, y compris dans nos sociétés. Et je trouvais ça assez intéressant parce que si on pense par exemple même aux évolutions climatiques, écologiques ou sociales qui sont à venir, nous allons être aussi confrontés à des migrations internes. Donc, alors évidemment, on ne va sans doute pas les gérer de la même manière, mais il y avait des parallèles que je trouve intéressants. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, dans mon livre, j'évoque un petit peu, oui, nous aussi, vis-à-vis de certaines catégories de main-d'œuvre, on a aussi des préjugés. Voilà, c'est certain.